Bonjour et bienvenue dans Questions Politiques, le rendez-vous politique du dimanche de France Inter, de France Info, à la télé en partenariat avec le journal Le Monde. Celui qui a accepté notre invitation jusqu'à 13h est le très jeune président d'un parti politique français qui a porté sa candidate Marine Le Pen au second tour de la dernière élection présidentielle et qui compte bien en faire de même, sinon mieux, dans 154 jours, on a calculé. Comment le Rassemblement national compte-t-il se mettre en ordre de marche après des élections régionales plutôt ratées? Comment peut-il imposer ses thèmes de campagne et ne pas devoir sans cesse commenter ceux d'un autre, y compris pour notre invité devoir justifier son propre prénom? La position de favori pour se qualifier pour le second tour n'est-elle pas un piège dans lequel notre invité et son parti ne savent pas comment se sortir? Bref, le dégagisme que ce parti a longtemps exigé des autres n'est-il pas en train de lui revenir tel un boomerang en plein visage? Ces questions et bien d'autres, nous allons les poser à notre invité avec nous et en direct jusqu'à 13h. Jordan Bardella est l'invité de Questions Politiques. Questions Politiques. Thomas Negaroff sur France Inter. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Pour vous poser des questions, je serai comme ça chaque semaine en compagnie de la bande de questions politiques. Nathalie Saint-Clic de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Bonjour Françoise Fressos du Monde. Bonjour à tous. Et salut Karine Bécard de France Inter. Salut tout le monde. Le hashtag Question Paul pour vos questions et vos commentaires. Jordan Bardella, Marine Le Pen sera mardi à Bayeux. Tout à fait. Pour y prononcer un discours en hommage au général de Gaulle, disparu le 9 novembre 1970. Un discours qui, comme celui du général, prononcé également à Bayeux en juin 1946, portera lui aussi sur les institutions. On va revenir sur le fond. Mais Marine Le Pen dans les pas du général de Gaulle, ça fait grincer quelques dents chez les gaullistes, que ce soit les chercheurs d'ailleurs de la Fondation Charles de Gaulle ou les politiques du parti Les Républicains. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Je pense que le général de Gaulle n'est la propriété d'aucun parti politique. Il est la propriété, en tout cas historique, de tous les Français. Le général de Gaulle aura été le premier président de la Ve République, qui a tenu à ces principes qui nous tiennent aujourd'hui à cœur, la défense de la souveraineté nationale, l'indépendance de la France, le respect de notre nation, mais aussi sa liberté. Et je pense que les grands principes, en tout cas gaulliens, qui étaient ceux de sa philosophie politique, sont aujourd'hui défendus par le Rassemblement national. Même si vous trouverez probablement dans tous les partis politiques des gens qui se réclament du général de Gaulle. Sa liberté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il était attaché à une forme d'indépendance nationale. Lorsqu'il fait la chaise vide, lorsqu'il défend l'Europe des nations. L'Europe des nations, c'est l'Europe qui gagne. C'est l'Europe qui fait Airbus, c'est l'Europe qui nous donne Ariane. Très loin aujourd'hui en réalité de cette Union européenne, de ces institutions européennes qui vont même jusqu'à faire la promotion de tout ce qui est contraire à notre civilisation, comme ça a été le cas cette semaine avec cette campagne publicitaire du Conseil de l'Europe qui avait pour but de promouvoir le voile. Tout de suite interrompu. Encore heureux, mais en tout cas les financer avec de l'argent public. Et puis c'est vrai que dans le fil de l'épée, le général de Gaulle explique que les deux qualités essentielles d'un chef, d'un dirigeant politique sont l'autorité et l'instinct. Et je pense que ce sont les traits de personnalité de Marine Le Pen. L'instinct parce qu'elle a imposé dans le débat public l'intégralité des thèmes qui font aujourd'hui le débat public. L'immigration, la critique de la mondialisation sauvage, les dérives de l'Union européenne, la défense des classes populaires. Tout le monde aujourd'hui converge sur ces thèmes. Et puis l'autorité, parce que je crois qu'elle a l'autorité nécessaire pour rétablir l'ordre dans le pays, le faire dans l'union nationale et rassembler les Français. Et d'ailleurs, le général de Gaulle tenait à ce dépassement des clivages partisans. Il n'était ni de droite ni de gauche, il était de France, et je crois que ça correspond bien aujourd'hui à ce que nous sommes. Est-ce que ça veut dire que dans vos rangs, tout ce qui était guerre d'Algérie, OAS, enfin, personnes qui ont été contemporaines de cette époque et qui étaient avec Jean-Marie Le Pen et qui critiquaient De Gaulle, ça veut dire que tout ça, finalement, il n'y en a plus, que vous pouvez tourner une page et vous revendiquer De Gaulle, comme Steve Briouat, finalement, a mis le bus de Jaurès dans sa mairie, dans son bureau. Entre beaucoup de Français et le général de Gaulle, il y a l'Algérie. J'ai dit que nous étions plus gaulliens que gaullistes. Et c'est vrai que les grands principes politiques qui étaient ceux du général de Gaulle sont aujourd'hui défendus par le RN. On peut refaire l'histoire, mais moi je préfère regarder 2030, 2050 plutôt que de regarder systématiquement ce qui a pu être imparfaitement fait ou réalisé dans l'histoire de France. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'à la création du Front National, il y avait également Georges Bidault qui a été un grand résistant et qui était le successeur de Jean Moulin à la tête de la résistance mais qui était sur la guerre d'Algérie, n'était pas sur la même ligne que De Gaulle. C'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est que parmi tous les dirigeants aujourd'hui des partis politiques, à chaque fois ils vantent les origines de leur propre parti, et j'ai l'impression qu'au RN, ex-FN, c'est le seul parti où on a un peu honte de ses origines.
Non, il ne s'agit pas d'avoir honte de ses origines. Vous savez, tous les partis politiques ont une histoire. Le Rassemblement national, Front National hier, a 49 ans. Moi, j'entends les reproches qu'on peut faire sur l'histoire du Front National. Il y a aucun parti politique qui peut être parfait dans les choix qu'il a pu faire. Mais le mouvement que je préside aujourd'hui a toujours respecté les institutions, a toujours défendu la souveraineté nationale, la souveraineté populaire. Si on fait l'histoire des partis, on peut aussi faire l'histoire du Parti socialiste, dont je vous rappelle que le Parti socialiste a fait élire un président de la République qui a reçu des mains de M. Pétain la plus haute distinction du régime de Vichy, à savoir M. Mitterrand. Que la chambre qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 40 était une chambre socialiste composée majoritairement d'élus, de députés de la SFIO. Donc chaque parti politique a son histoire. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le Parti socialiste est aujourd'hui un parti vichiste ? Non. Voilà, chaque parti politique a son histoire, mais il y a beaucoup de partis qui se réclament aujourd'hui du gaullisme et qui ont trahi les idéaux du Parti gaulliste. Les Républicains aujourd'hui, par exemple. Qui a trahi le référendum de 2005 ? On a demandé l'avis aux Français sur la Constitution européenne. Les Français ont rejeté cette Constitution européenne. L'UMP et le PS à l'époque sont passés en force et ont voté. Là, on parle de l'Europe, Monsieur Berdella, mais est-ce que vous n'avez pas un effort plus que pour les autres partis de prouver que vous êtes bien un parti républicain parfaitement intégré dans les institutions ? Parce que vous en doutez ? Je vous le demande. Qu'est-ce qui pourrait vous faire douter de cela ? Est-ce qu'on a déjà tenté d'attenter au fonctionnement des institutions ? Je crois que c'est nous qui sommes les gardiens des institutions. C'est nous qui défendons aujourd'hui la possibilité d'instaurer dans nos textes le référendum d'initiative citoyenne qui permettra à des Français de se saisir d'un texte, d'une thématique particulière pour la mettre sur le débat public et pour la faire trancher par l'opinion publique. C'est nous qui défendons, par exemple, j'en termine, la proportionnelle aux élections législatives. Est-ce que ça ne vous choque pas aujourd'hui qu'un parti comme le nôtre, qui a fait 11 millions de voix lors de la dernière élection présidentielle, n'ait que 6 députés sur 577. Ça devrait offusquer l'ensemble des démocrates et l'ensemble des républicains. Mais quand vous décidez de faire laisser des immigrés dans des centres de rétention, vous êtes en dehors des clous de l'état de droit français. Là, à ce moment-là, on peut se demander si vous respectez effectivement les principes républicains français. Je vais vous dire, on souhaite faire même mieux que cela. Les immigrés clandestins qui sont aujourd'hui dans les centres de rétention administrative n'ont pas vocation à rester dans les centres de rétention administrative, mais à être renvoyés chez eux. Parce que c'est la loi. Parce que notre pays n'est pas un hall de gare. Le général de Gaulle, lorsqu'il entame ses mémoires, écrit cette phrase, il dit « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France ». Et l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de la France, c'est une France qui soit respectée à l'intérieur, en paix à l'intérieur et respectée à l'extérieur. Or, on voit bien aujourd'hui que tout le monde marche sur notre pays, tout le monde marche sur nos lois. On rentre dans notre pays comme on rentre dans un hall de gare. Que vous soyez présent de manière clandestine ou non, vous restez sur notre sol. Que vous soyez éligible aux critères de l'asile ou non, vous restez sur notre sol. Et en vérité, cette élection présidentielle, c'est cela aussi. C'est un choix de civilisation. C'est est-ce que la France continue de rester elle-même ? Il y a des millions de gens et des millions de gens qui nous écoutent, qui ne reconnaissent plus la France, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Est-ce que c'est vraiment un choix de société qui se pose en ce moment, quand on voit que c'est pas la première des priorités des Français aujourd'hui ? Si je regarde un sondage très intéressant qui a été publié par Harris Interactive au mois de septembre, l'immigration arrive en 13e position. La première position, c'est l'environnement. Vous nous proposez quoi sur les questions d'environnement alors qu'on est en pleine COP26 ? Ça dépend vous prenez les sondages qui vous arrangent. Ce qui ressort aujourd'hui en grande partie c'est rarement en premier. Ce qui ressort aujourd'hui, permettez-moi, des sondages qui sont faits, c'est que le pouvoir d'achat est la thématique principale, le moteur de vote en tout cas, et la préoccupation principale de nos concitoyens. L'environnement arrive en deuxième. Et l'environnement arrive pas loin derrière. Vous avez raison. On pourra en reparler. J'ai pas de difficulté là-dessus, mais c'est la raison pour laquelle Marine Le Pen a démarré cette rentrée, cette campagne, cette pré-campagne en tout cas, en parlant de la question du pouvoir d'achat. Parce que moi, j'accepte pas que, à l'aube alors que la trêve hivernale a démarré, il y ait des millions de gens qui se demandent comment vont-ils faire pour se chauffer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons notamment réclamé que l'ensemble des produits énergétiques, le gaz, le fioul, l'électricité, le carburant, soient déclarés comme produits de première nécessité. Et vous préférez parler du pouvoir d'achat que de l'environnement ? Parce que moi, je vous proposais qu'on commence par l'environnement. Je vous parle de l'environnement et qu'on abaisse notamment la TVA de 20% à 5,5. Je pense que c'est pas incompatible. Mais qu'on arrête aussi de s'auto-flageller. La France est responsable de 0,9% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est 15% pour les États-Unis. C'est 0,3%, vous avez raison, encore mieux. C'est 15% pour les États-Unis, 22% pour la Chine. Donc en réalité, la France fait partie des pays les plus propres au monde. Il y a une étude qui avait été faite par l'université de Yale il y a quelques mois qui expliquait que la France était le 10e pays le plus propre au monde après la Suisse. Donc il faut arrêter, si vous voulez, toujours d'embêter les mêmes, de taper les automobilistes au portefeuille. Il y a des millions de gens qui ont besoin de leur véhicule. Il y a beaucoup
beaucoup d'efforts à faire, mais je vous rappellerai que la moitié des gaz à effet de serre qui sont émises par la France viennent de nos importations. Et ce que nous souhaitons faire, nous, c'est relocaliser la production, c'est faire le patriotisme économique et c'est faire en sorte que, on aille se fournir d'abord auprès des TPE-PME françaises, auprès de nos entreprises, avant d'aller chercher très très loin, avant de, si vous voulez, de s'engager dans ce grand déménagement du monde qui fait qu'il y a aujourd'hui 60 000 super tankers qui traversent la planète pour nous amener des produits de Chine, d'Asie, de très très loin, alors qu'il y a par exemple un agriculteur sur 2 dans notre pays qui vit avec moins de 300 € par mois. Je pense qu'on gagnerait à leur donner la priorité. France Inter. Question politique. Jordan Bardella est avec nous jusqu'à 13h. Il est le président du Rassemblement national. On a évoqué beaucoup de termes. On va essayer de mettre un peu d'ordre dans votre programme et dans vos propositions. On l'avait dit, la COP26 entre dans sa dernière semaine. Concrètement, qu'attendez-vous vendredi prochain de la fin de la COP26 au Rassemblement national ? J'attends qu'on prenne conscience que s'il y a une responsabilité humaine aujourd'hui dans le dérèglement climatique, elle vient de notre modèle économique. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est substituer au libre-échange, à la multiplication des accords de libre-échange. L'Union européenne est encore en train de négocier un accord de libre-échange avec le Qatar. On a beaucoup parlé pendant les élections européennes du sujet du Mercosur, du CETA, qui fait qu'aujourd'hui, nos filières françaises sont mises en concurrence avec la terre entière. Et quand vous êtes mis en concurrence avec des produits, notamment agroalimentaires, qui viennent du Brésil, qui viennent du Canada, qui n'ont pas les mêmes normes sanitaires, les mêmes normes sociales, les mêmes normes environnementales que les nôtres, eh bien, notre agriculture, nos agriculteurs, nos filières françaises ne peuvent plus faire face. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est le localisme, c'est la proximité, c'est donner un avantage très clair à tous les produits qui sont fabriqués dans notre pays, et ça passe par l'instauration d'une loi qui est le patriotisme économique, qui ressemble un peu à ce qui se fait aux États-Unis dans un certain nombre d'autres puissances émergentes, qui est de protéger les marchés publics français et de donner dans la commande publique une priorité aux boîtes françaises. Je vous donne juste un exemple pour être concret. Aujourd'hui, 75% du bœuf qui est consommé dans la restauration publique, dans les marchés publics, dans la collectivité publique, est d'origine importée. Pourquoi est-ce qu'on n'inverse pas ces quotas ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en sorte de donner une priorité à nos agriculteurs chez eux ? C'est un soutien qu'on pourrait donner à l'agriculture française et c'est bon pour la planète. À quelle échelle ça se place ? Parce que le bœuf, il est importé d'autres pays de l'Union européenne. Est-ce que c'est à l'échelle européenne ou à l'échelle française ? Sachant que si on fait ça, les autres vont le faire. Alors, on est un ensemble intégré. Alors le patriotisme économique a en tout cas pour vocation et pour cadre, une priorité donnée aux agriculteurs français. Donc ça, évidemment que ça appelle à une réforme du marché commun, mais cette réforme, nous le ferons. Aujourd'hui, en matière européenne, nous souhaitons nous tout changer sans rien détruire, parce que je pense que beaucoup de Français font le constat, et c'est la raison pour laquelle sans doute ils nous ont mis en tête lors des dernières élections européennes, que cette Union européenne va dans le mur et qu'elle est en train de tuer aujourd'hui nos filières. Le localisme, c'est effectivement favoriser le producteur qui est à côté, mais c'est aussi sans doute se résoudre à une certaine hausse des prix, parce que la mondialisation a aussi permis d'importer des produits beaucoup moins chers de l'extérieur. Comment est-ce que vous combinez cette volonté du localisme avec la volonté aussi de préserver le pouvoir d'achat des Français ? Non, je ne le crois pas. Comment est-ce que vous faites ? Je ne le crois pas. En vérité, la mondialisation sauvage n'a pas amené à une baisse des prix, me semble-t-il. Il me semble qu'elle a quand même permis de ravitailler le plus grand nombre en produits beaucoup moins chers. Je ne le crois pas. Je pense que la France a un certain nombre d'atouts, qu'il faut défendre ces atouts. Et moi, il y a un discours qui, aujourd'hui, en matière environnementale m'inquiète, c'est le discours anti-nucléaire. Parce que voyez-vous, s'il y a bien en matière environnementale un moyen d'avoir une électricité peu chère, il faut savoir que l'augmentation des prix de l'électricité vient aussi en grande partie de la présence d'un tiers de taxes dans le coût total, vient du fait que la France a, en matière industrielle, en matière stratégique, un avantage considérable avec le nucléaire. Donc on ne ferme pas les centrales. On ne ferme pas les centrales. On en construit d'autres ? Combien ? Combien ? Je ne suis pas venu avec le bilan comptable le coût de chaque centrale nucléaire, mais quand je vois qu'on a abandonné par exemple le projet Astrid, qui avait vocation à développer des nouveaux réacteurs nucléaires, qui mettaient aussi en avant une forme beaucoup plus propre de recyclage des déchets nucléaires, je me dis que c'est une folie, folie industrielle. Et puisqu'on parlait du gaullisme, c'est aussi une folie pour l'autonomie stratégique de la France. Le nucléaire reste, quoi qu'on en dise, l'énergie la plus décarbonée. Et quand je vois qu'en Allemagne, on a fait fermer les centrales nucléaires pour ouvrir les centrales à charbon, je me dis que c'est une folie et que les Verts nous ramènent à l'âge de pierre économique. Tout le monde est d'accord avec vous, quasiment. Parce que vous dites, quand j'entends ce discours anti-nucléaire... Non, mais Macron est d'accord avec vous. Ah bon ? Xavier Bertrand c'est la raison pour laquelle il a abandonné le projet Astrid. Alors, je ne parle pas du projet Astrid et des déchets nucléaires. Je vous parle d'ouverture d'un certain nombre de PR, des microcentrales. Les SMR. La droite est d'accord avec vous. Fabien Roussel, alors c'est peut-être pas énorme, Fabien Roussel est d'accord avec vous.
il n'y a pas énormément. Et même la gauche commence à dire qu'on fera ce qu'on peut, mais qu'on prendra notre Vous temps. devriez vous méfier des promesses d'Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron, généralement, il change d'avis à peu près du lundi au mardi assez facilement. Bon. Donc, alors, précisez votre position, le nucléaire sans état d'âme. Mais le nucléaire sans état d'âme, tant qu'on n'a pas de produit de substitution. Alors, et le renouvelable, et aujourd'hui. les éoliennes, parce que les éoliennes, on entend partout des levées de boucliers, parce que j'en trouve ça moche quand ils ouvrent Ils ont leurs raison. fenêtres. Donc, les éoliennes, on oublie. Enfin, on oublie. D'abord, la question, c'est est-ce que les éoliennes, indépendamment de l'aspect subjectif de la laideur, mais ça, vous me direz, l'aspect, c'est un aspect essentiellement subjectif, mais est-ce que ça a une efficacité énergétique ? La réponse est non, puisque les éoliennes tournent à plein régime seulement un tiers de leur temps. Et que l'énergie ne se stocke pas, ce qui veut dire qu'on est contraint de brader de l'énergie à bas coût aux pays étrangers. Et puis, moi, je suis allé voir des chantiers d'éoliennes. C'est épouvantable pour l'environnement. Allez demander aux gens qui habitent à côté des éoliennes, qui disent nos maisons ont perdu 20 ou 30% de leur valeur, qui dit on a vu des agriculteurs, qui dit on a vu des changements significatifs sur le fonctionnement de la faune et de la vie animale. Je pense qu'il faut conserver le nucléaire et qu'il y a des domaines notamment d'avenir comme l'hydrogène ou les énergies maritimes, parce que la France est, si l'on en croit tous les spécialistes, le deuxième... vous savez, la France, on dit souvent que c'est le pays où le soleil ne se couche jamais. Et grâce à nos outre-mer, nous avons une force qui est l'énergie de la mer, l'énergie maritime. Et Marine Le Pen aura notamment l'occasion pendant sa campagne, je ne vais pas tout spoiler maintenant, de faire un certain nombre de propositions sur ce sujet. Américanisme. Divulgation, vous voulez dire. Disons quand même, c'est quoi l'énergie de la mer ? Par exemple, concrètement, l'énergie... c'est des éoliennes en mer ou c'est quoi ? L'énergie, ça peut être effectivement des éoliennes en mer, ça peut être l'arrêt de la fermeture des barrages, parce que regardez, aujourd'hui, je vous donne un autre exemple, aujourd'hui l'Union européenne mène une guerre pour engager la privatisation des barrages, des barrages qui sont aujourd'hui un moyen d'indépendance également de la France en ce domaine. L'hydrogène, le nucléaire, vous parlez de l'eau, j'évoquais les questions des barrages. Ça peut être effectivement les éoliennes en mer. Donc il y a beaucoup de pistes sur lesquelles il faut travailler. Moi, je ne crois pas ni dans l'éolienne ni dans les batteries. Parce que la vérité, c'est que les batteries, vous les recyclez où ? C'est que les batteries sont aujourd'hui dépendantes de la Chine, de ce qu'on appelle les métaux rares dans des terres rares qui ont créé là-bas, dans ce qu'on appelle en Chine, des villages du cancer. Vous les recyclez comment, les éoliennes ? Vous les recyclez comment, les batteries ? Donc on voit bien qu'on atteint là la limite d'un certain nombre d'énergies renouvelables. Mais effectivement, en tout état de cause, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de substitution, il faut conserver le nucléaire, parce que je crois que c'est un gage aussi d'indépendance stratégique de la France. Tout à l'heure, à une question de Karen Bécard, sur votre côté républicain, vous avez insisté sur le fait que vous écoutiez beaucoup les citoyens, que vous proposiez même un référendum. Non, mais laissez-moi juste terminer. Vous proposiez le référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Je reviens et je lis ça avec la question du nucléaire. En ce moment, il y a des grandes enquêtes publiques, notamment à Bure, en Moselle, sur l'enfouissement des déchets nucléaires, et les habitants sont contre. Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, je leur dis qu'il faut réfléchir à des solutions alternatives, mais c'est pas en mettant de côté, si vous voulez, le moindre projet novateur comme le projet Astrid, qui ont pour but de traiter de ces questions de recyclage nucléaire, qu'on arrivera à régler cette question. Mais moi, j'ai pas de tabou. Je veux dire, on va mettre en place dans la Constitution le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que sous 500 000 signatures, on déterminera le taux durant la campagne, les Français pourront se saisir d'une question et la porter dans le débat public. Mais moi, j'ai pas de tabou. On n'a pas peur du peuple, on n'a pas peur de la démocratie. Si les Français estiment majoritairement qu'il faut se saisir d'une question et la trancher par référendum, eh bien, nous donnerons la possibilité aux Français de le faire. Je pense qu'il faut revenir au gouvernement du peuple par et pour le peuple. Y compris sur des sujets aussi techniques ? Y compris sur des sujets aussi techniques. Vous savez, les Français sont pas bêtes. Après des débats publics, ils ont tranché en 2005 pour la Constitution, contre la Constitution européenne. Et je vous rappelle même que lorsqu'il y a eu des sondages quelques mois avant sur la Constitution européenne, je parle de 2005 parce que c'est le dernier grand référendum qui a été organisé dans notre pays, les Français étaient pour. Et puis il y a eu un débat, les Français étaient contre. C'est pareil avec le Brexit au Royaume-Uni. Des sondages montraient quelques mois avant que le Royaume-Uni, le peuple britannique voulait rester dans l'Union européenne. Il y a eu un débat. Il y a eu une presse qui était peut-être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus neutre, à la fois beaucoup plus partisane des deux points de vue qui s'est exprimé. Et il y a eu un vrai débat public sur la question du Brexit. On peut avoir ce débat. Et aujourd'hui, il le regrette. Et je vais vous dire, la première... C'est un peu trop facile ça. Je vais vous dire, la première question qu'on fera trancher par référendum, c'est la question de l'immigration. Et Marine Le Pen a indiqué que si elle était élue présidente de la République, la première question qu'elle ferait trancher aux Français par référendum, parce que ça engage le devenir de notre peuple, le visage de notre pays dans les 40, 50, 100 prochaines années, c'est celui de cette politique d'immigration massive qui est imposée au peuple contre leur volonté et sur laquelle ils n'ont jamais été consultés. Alors, moi, j'ai pas fini sur l'environnement. Question très courte. Est-ce que vous rétabliriez la taxe carbone
qui a été un des facteurs d'émergence du mouvement des Gilets jaunes? Et si oui, comment vous feriez? Non, pas de taxe carbone aux frontières nationales. En revanche, nous souhaitons mettre en place avec nos partenaires européens un protectionnisme au niveau européen. Et il est évident que la question de la taxe carbone, c'est la question de la régulation, de l'équilibre que vous mettez entre ce qui est fabriqué très loin et ce qui est fabriqué à côté de chez vous. Et nous, on souhaite que plus le produit soit fabriqué au plus proche du territoire, dans une logique de proximité, moins les taxes sur ce produit soient chères. Donc on peut engager cette logique. Ça s'appelle le localisme. Ça s'appelle la détaxation de la proximité. On avait fait campagne là-dessus aux élections européennes. Et je pense que sur ce domaine aussi, nous sommes peut-être plus écolos que tous les autres. Mais là, ça réduit de 30%, de 40% pardon, nos émissions de gaz à effet de serre. Oui, en 2030, on sera à moins 40%, parce que c'est l'engagement qu'on a pris Madame, à la COP 21 les engagements n'engagent que ceux qui les croient. Je ne suis pas certain qu'en menant la guerre au nucléaire, en ayant abandonné le projet Astrid, puisqu'on a parlé de celui-là, et en rouvrant les centrales à charbon comme c'est le cas en Allemagne, on arrive à tenir cet objectif. Mais il est un fait que la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays sont liées à nos exportations, sont liées à nos importations, sont liées à ce modèle économique ultra-libéral qui s'appelle le libre-échange total et sans limite, qui est quasi une religion pour l'Union européenne, pour les dizaines d'accords que nous sommes amenés à débattre au Parlement européen et qui sont nocifs pour les filières françaises. Je fais juste une petite parenthèse. Le Rassemblement national, ex-Front National, qui défend De Gaulle et qui lutte contre le libéralisme, on voit le chemin parcouru en 49 ans. Une question un peu Pourquoi périphérique, mais elle ne... Parce que Jean-Marie Le Pen avait construit un modèle plutôt libéral quand il avait construit le Front National. Oui, mais vous savez, dans les années 90, juste pour vous répondre sur ce point, dans les années 90, l'adversaire idéologique mondial, c'est le communisme. Aujourd'hui, en tout cas, notre adversaire idéologique, c'est la mondialisation sauvage, la mondialisation sans limite, c'est la destruction des frontières, c'est la destruction de toutes les barrières protectionnistes que nous souhaitons en tout cas rétablir. On va faire rapide. Il y a eu un petit débat sur la chasse. Yannick Jadot a proposé de l'interdire pendant les vacances scolaires ou le week-end, à la suite notamment du décès d'un automobiliste qui s'est pris une balle de fusil. De précision, qu'est-ce que vous envisagez de faire par rapport à la chasse? On voit beaucoup Marine Le Pen avec des animaux, on a là avec des chats notamment. Est-ce que c'est simplement pour adoucir son image, ou est-ce que vous avez une position sur les chasses traditionnelles, sur la chasse à courre, sur l'abattage rituel, ou un secrétariat à la condition animale? Bref, est-ce que ce sujet vous intéresse? Ce sujet nous intéresse, comme tous les sujets d'ailleurs, ce qui nous différencie peut-être d'autres candidats, et que nous essayons d'aborder des réponses sur un peu tout. Moi, je suis respectueux de nos traditions. Maintenant, il est clair que la chasse doit être amenée à évoluer. Il y a un certain nombre de pratiques, comme la chasse à courre, ça on interdit, qui moi me choque. Oui, qui moi me choque. Marine Le Pen, merci de me permettre de le dire, va présenter dans les prochaines semaines un texte sur la protection animale pour créer un vrai statut de l'animal. Et dedans, alors, chasse à courre, abattage rituel. Moi, la chasse à courre me choque. Et ce qui m'étonne dans ces débats sur la protection animale, c'est que les associations de défense de la protection animale n'évoquent jamais la question de l'abattage rituel. Or, l'abattage rituel, moi, me choque beaucoup. Et je pense qu'il faudrait effectivement interdire l'abattage rituel, interdire notamment l'abattage halal, sans étourdissement préalable, et interdire également dans notre pays, ou cachère, vous avez raison, et interdire également l'importation sur le territoire français de viande qui serait abattue selon un rite religieux. Mais sinon, la chasse, on maintient les règles classiques de la chasse? Il y a beaucoup d'efforts à faire. Moi, je vous ai parlé de la chasse à courre. Et en l'occurrence, s'agissant du statut de la protection animale, Marine Le Pen va présenter dans les tout prochains jours un projet dédié. France Inter. #Question Paul. Le Rassemblement national, Jordan Bardella, vient de sortir un nouveau tract. Rendons aux Français leur argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français subissent aujourd'hui un véritable braquage fiscal. Lorsque nos concitoyens qui ont, contrairement à ce que pensent les Verts, qui ne peuvent pas se déplacer en trottinette quand on habite dans la campagne ou dans la ruralité, et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, subissent un véritable braquage lorsqu'ils sont à la pompe à essence. Rendez-vous compte que nous vivons dans un pays où les Français paient 60% de taxes. 60% de taxes lorsqu'ils vont faire le plein. Que depuis le mois de janvier, les prix du gaz ont augmenté de 57%. En moyenne, une facture annuelle pour un ménage français, d'une facture de gaz qui se chauffe au gaz, il y a 9 millions de Français qui se chauffent au gaz, c'est 800 € à peu près. Avec cette hausse de 57% depuis janvier, on est à 1250 €. Vous croyez que les 100 € là, le spéculoos de 100 € qui est proposé par le gouvernement, pas maintenant, dans 2-3 mois, ce qui démontre qu'ils n'ont strictement rien compris à la détresse sociale des millions de Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, réussira
à résoudre, Mais- ce qui apparaît aujourd'hui comme une difficulté. Il y a des gens qui se disent mais comment je vais faire Mais pour on me est au cœur de chauffer la cet hiver? contradiction écologique, parce qu'au fond, on sait très bien que dans les années à venir, parce qu'il y aura la transition écologique, le carburant va coûter de plus en plus cher. Non, mais- Est-ce qu'il ne faut pas, plutôt que de dire bon, on va baisser les prix de l'essence et vous continuez à rouler en voiture comme ça, est-ce qu'il ne faut pas mettre le paquet sur la transition Mais écologique? vous faites comment? Donc, Je vous pose la question. non, mais vous faites comment? Moi, mon père, il travaille en voiture. Il fait des livraisons, il a besoin de sa voiture pour aller travailler. Vous lui dites quoi? Vous lui dites, avec votre cargaison, vous allez prendre une patinette, une trottinette, un vélo, un Vélib, et puis vous allez aller livrer en voiture. Non, mais vous dites quoi? Qu'est-ce qu'on Qu'on dit aux change rien, millions en de fait? gens qui Vous dites habitent- on peut rien changer? Qu'est-ce qu'on dit aux millions de gens? Je dis qu'il faut arrêter d'être des idéologues. Je veux dire qu'il faut arrêter d'aller taper les automobilistes au portefeuille quand la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre viennent de Donc nos la importations. solution, c'est quoi, C'est un peu concrètement? hypocrite. La solution, c'est d'abord d'abaisser les taxes. C'est d'arrêter ce matraquage fiscal sur les classes populaires, sur les classes moyennes. C'est de faire en sorte qu'il y ait plus un Français sur 4 qui n'arrive plus à boucler ses factures de gaz ou d'électricité. Parce que il y a des millions de gens aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, qui se chauffent au gaz, qui se chauffent au fioul, qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer, pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire des courses, qui font parfois des dizaines de kilomètres la journée, tant il faut se déplacer pour emmener les enfants, pour aller travailler, pour aller faire des courses. Vous dites quoi à ces gens-là? Vous dites quoi à ces gens-là? Vous leur dites on va faire la transition énergétique demain matin? Vous leur dites comme Madame Rousseau, il faut payer encore plus de taxes et on va interdire les Non, voitures? on dit qu'il faut comme Madame l'organiser Hidalgo? peut-être, la transition écologique, et en fait, dans votre discours, on n'entend pas comment vous organisez cette transition écologique. Mais C'est parce ça qu'on est en que, train de vous dire. On a l'impression que rien ne va changer. Mais moi Donc je c'est veux la question non, qu'on mais- vous pose. Moi Est-ce je que veux rien ne non, mais change? moi je veux bien qu'on discute de la voiture autonome, je veux bien qu'on discute de modes de déplacement toujours plus propres. Mais il y a aussi parfois des Français qui ne peuvent pas faire autrement. Il y a des Français qui prennent leur Mais voiture, justement, y compris. l'histoire du chèque, est-ce dans- que c'était pas beaucoup mieux que de faire une mesure générale par la baisse des taxes qui, visiblement, rapporte très peu aux consommateurs pour un coût pour les finances publiques très fort? Est-ce que c'est pas mieux cette politique de chèque ciblé sur les personnes qui ont le plus de difficultés? madame, à quand se vous chauffer? avez une facture annuelle- auquel s'ajoute le chèque énergie. Quand vous avez une facture annuelle de gaz qui passe en 6 mois, allez en 10 mois, de 800 € annuels à 1200 € annuels, vous faites comment avec ces 100 €? Nous, ce que nous proposons, c'est... parce que le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement casse la jambe des Français et vient ensuite leur offrir une béquille. C'est ça la réalité. Nous, ce que nous proposons, c'est On est dès pas demain responsable, matin. C'est les marchés On n'est mondiaux. pas C'est responsable dès de demain l'augmentation de... Dès demain matin. Mais prix si, de parce que l'énergie. quand 60% du prix de l'essence sont des taxes, on peut agir tout de suite. Et notre projet à nous et notre volonté, c'est de rendre 200 € de pouvoir d'achat par mois aux Français, en abaissant la TVA de 20% à 5,5 sur tous les produits énergétiques. Pardonnez-moi, Ça permet vous- sur un plein d'essence de 40 litres de rendre 8 € aux Mais il y a 5 Français. minutes, vous nous donnez des chiffres où vous disiez 100, c'est Oh. ridicule par rapport à des centaines de. Et vous dites 200. 200, c'est très Mais insuffisant. 200 pour € revenir. par mois. Ah, par 200 mois, € d'accord. par mois. 200 € par mois aux Français. Mais vous le financez comment, ça? C'est un coût, Ouais. par exemple, sur la TVA de 20% à 5,5, c'est Ah un oui. coût de 12 milliards d'euros par an. Oui, mais est-ce que c'est juste on que le tout le monde finance en comment? profite? On le finance Est-ce que comment? c'est On le finance juste comment de tout le monde en profite? On le finance 12 comment? milliards d'euros. On le finance comment? En coupant, par exemple, les prestations sociales aux étrangers. 16 milliards d'euros dans notre pays. Là, je peux vous dire qu'on va faire un paquet d'économies. En s'attaquant à la fraude, il y a, d'après la Cour des comptes, 14 milliards d'euros. D'après Charles Prats, qui est un magistrat qui a travaillé sur ces questions, qui est spécialisé dans la fraude, jusqu'à 50 milliards d'euros de fraude par an dans notre pays, en mettant par exemple en place la carte vitale biométrique, en créant une agence d'État, ce qu'il appelle le FBI contre la fraude. Ça n'existe pas aujourd'hui, une agence d'État qui est spécialisée contre la fraude. Mais vous voyez, moi je ne conçois pas qu'à l'heure où un Français sur 3 renonce à se soigner parce qu'il n'en a plus les moyens, que un enfant sur 3 ne part plus en vacances parce que les moyens des parents des familles sont de plus en plus faibles, que pendant ce temps-là on continue d'offrir les soins gratuits aux clandestins dans Oui, notre d'accord. pays Ça veut et dire aux que, étrangers. simplement, sur cette histoire d'énergie, vous Ça s'appelle la considérez, justice vous sociale. considérez que quelqu'un qui a des très hauts revenus et qui a, imaginons, dans le fantasme 22 4x4, paiera la même chose que quelqu'un comme votre père auquel vous faisiez allusion, qui est obligé de faire son plein pour pouvoir faire Non, son mais me travail. dites pas ça à moi. Mais je vous, si je vous le dis, attendez. 22% des mesures redistributives du quinquennat l'ont été
Non, mais aux 10% de Français qui gagnent puisque le vous plus. êtes candidat, pas vous directement, je vous demande ce que vous feriez. Eh bien, nous Vous ne faites pas abaisserons de distinction, la comme disait TVA. Non, Françoise, on fera pas de distinction. Très bien. Mais ça coûte nous très avait- cher et en fait, ça va profiter à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est là que je Non, mais moi, comprends pas le non, mais parce que raisonnement. le problème, c'est que vous êtes des idéologues. Peut-être. Nous, Le problème, c'est que vous êtes des idéologues. non. Moi, je suis pragmatique Peut-être, et mais je bon. dis plutôt que de casser la jambe aux Français et de leur offrir une béquille, je préfère baisser mais les non, taxes. on n'est pas idéologue. D'ailleurs, Anne Parce que, non, mais Hidalgo a est-ce que, proposé non, la mais même attendez, chose. est-ce que vous Marine vous Le Pen, rendez vous voyez. compte de cette folie qui vise à dire on a 60% de taxes sur le carburant et on va vous offrir en plus un chèque pour Mais vous attendez, on n'est pas dédommager? en train- Mais c'est du délire. On n'est pas en train de Mais défendre ça la n'a mesure, on est en aucun train de vous sens. demander ce que vous Ça n'a souhaiteriez aucun faire. sens. Donc on va Voilà. rendre 200 € de pouvoir d'achat aux Français en abaissant les taxes sur les carburants et sur l'ensemble des produits énergétiques, en supprimant la contribution publique de l'audiovisuel, la redevance télé, c'est 140 € par an par la privatisation de l'audiovisuel public. Et vous devriez nous remercier parce que je pense que ça fera gagner en pouvoir d'achat les journalistes dont on dit qu'ils sont un peu moins bien payés dans le service S'il y a public suffisamment de pub pour tout que le monde. dans le privé, en abaissant de 15 à 20% les tarifs des péages par la nationalisation des autoroutes, en supprimant la CSPE qui est l'une des principales taxes sur l'énergie que les Français ont en bas à droite sur leur facture d'électricité. Donc il y a des dizaines et des dizaines de mesures à prendre que nous allons présenter aux Français tout au long de la campagne, en rétablissant notamment, ça avait été supprimé par François Hollande dans une démarche que j'avais trouvée moins injuste, nous rétablirons la demi-part fiscale pour les veuves et les Donc c'est veuves deux- et nous attribuerons notamment une part fiscale supplémentaire Ça veut dire à toute un au famille, deuxième enfant. exactement, à toute D'accord, famille ok. qui a 2 enfants, part fiscale pleine pour toute famille qui a 2 enfants, c'est 500 € par an de pouvoir d'achat qu'on va rendre à une famille française qui a 2 enfants. Donc il y a des dizaines de mesures à prendre. Emmanuel Macron, Et il vous aura augmentez été le un peu les président impôts quand même, du on imagine, braquage parce qu'il va fiscal. falloir- Non, madame, nous allons faire des économies. Nous allons lutter Parce que contre la la fraude fraude. sociale, ça fait quand même Nous pas allons tout un remettre budget. de l'ordre dans les comptes publics. Nous allons arrêter ce coût faramineux que représente l'immigration dans notre pays. 16 milliards d'euros d'argent public Les déversés. études montrent qu'il y a un équilibre déversés. entre ce Non, qu'ils non, apportent non, et ce qu'ils coûtent. Oui, les études de Terra Nova qui sont soutenues par le Parti Socialiste. Mais je peux vous dire que... Vous considérez que ce n'est pas vrai? Mais monsieur, quand vous avez 10 millions de pauvres, quand vous avez 6 millions de Dont beaucoup chômeurs, d'étrangers. 6 millions de chômeurs, quand vous avez 1 700 000 foyers qui est dans l'attente d'un logement dans notre pays, et qu'on sait par exemple par la même occasion que un tiers des immigrés, selon l'INSEE, occupent aujourd'hui un logement social. Vous croyez pas que ça crée une forme de préférence étrangère? Moi, je me rappelle d'un rapport de la Cour des comptes de 2015 que vos fact-checkers pourront retrouver assez facilement, qui soulignait que l'accueil des migrants durant la crise qu'on va appeler la crise des réfugiés en 2015, c'était fait par les moyens qui étaient mis en œuvre, par les structures d'accueil qui étaient mis en œuvre, au détriment des sans domicile français. Donc oui, il y a une préférence étrangère qui s'est instaurée aujourd'hui en matière d'immigration, et oui, nous fermerons le robinet, parce qu'on ne peut pas accueillir la terre entière, Justement, parce que les Français ne souhaitent pas, si vous voulez, que leur pays ressemble à des faubourgs du Caire, d'Alger. Ils souhaitent préserver Ça, leur c'est- territoire, leur identité, C'est un et petit peu- réserver... c'est un petit peu idéologique et aussi. réserver... Non, c'est Dernière- pas idéologique, c'est ce que pensent 70 à 80% J'ai des Français. une question à vous poser justement. Vous avez dit tout à l'heure, on fera un référendum sur l'immigration. Oui. Quelle serait précisément la question que poserait Alors, Marine Le Pen aux c'est un Français? projet de loi que nous allons soumettre à référendum. Quelle question? Et dans ce projet, c'est un projet de loi. Oui, d'accord. Et dans ce projet de loi, il y aura tous les leviers politiques, juridiques, administratifs pour fermer le robinet. Il y aura par exemple dans ce projet de loi l'instauration dans la Constitution de la priorité nationale. Dans l'emploi, le logement, nous donnons une priorité aux citoyens français. Il n'est pas normal que dans d'innombrables logements sociaux, que par exemple pour les logements étudiants Crous, parfois il y a dans certaines facs à proximité des Crous, la moitié des Crous qui sont occupés par des étudiants étrangers. Ce n'est pas normal à l'heure où les étudiants ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Donc nous donnerons une priorité aux citoyens français dans l'accès à l'emploi. Ça se fait dans un certain nombre d'autres pays, ça se fait sous une certaine mesure aux États-Unis, ça se fait au Maroc, ça se fait en Suisse, ça se fait à Monaco. Il y a une mesure qui avantage clairement dans l'emploi à compétences égales ou dans le logement à situation égale les résidents français. Parce que les Français, ils n'ont qu'une maison, c'est la maison France, et c'est normal qu'ils soient prioritaires chez eux. On fera comme les monégasques. François Alors, on Soissons. est dans l'actualité Pourquoi pas de l'immigration, Oui. avec ce qui se passe à Calais, où Oui. on voit de nouveau des centaines de migrants qui tentent de traverser la Manche dans des embarcations précaires. Quelques-uns sont morts, des poches se font sur le littoral. Qu'est-ce que vous inspire cette situation? Ça m'inspire que nous n'avons plus de frontières.
et que les migrants qui sont aujourd'hui à Calais, à Menton ou à la frontière espagnole, j'étais hier dans les Pyrénées-Orientales, ne doivent pas être répartis sur l'intégralité du territoire. Ils doivent repartir. Ils doivent repartir chez eux. Ils doivent repartir dans leur pays d'origine. Oui, mais Calais est la conséquence de Menton. C'est la conséquence de l'absence de frontières dans les Alpes-Maritimes. C'est la conséquence de la suppression par Nicolas Sarkozy de 6500 postes de douane sous son quinquennat. C'est la conséquence d'une Europe sans frontières. C'est la conséquence d'un système social français qui est devenu un Eldorado, qui est devenu la poule aux œufs d'or pour la terre entière. Qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, ceux qui sont à Calais, ils veulent pas rester en France. Ce que nous faisons. Oui, mais moi, je suis allé à Calais. Non, mais ils veulent pas rester en France. Donc, l'Eldorado français, pour eux, ça n'existe pas. Oui, mais c'est la conséquence des accords du Touquet qui a décalé la frontière britannique à Calais. Moi, je suis allé à Calais. C'est une ville en état de siège. Il y a à Calais une station essence à la sortie de l'autoroute lorsque vous entrez dans Calais, une station essence qui est encerclée par des murs de 6 mètres de haut de béton. On encercle des murs. Il y a dans toute la ville des barbelés. Les entreprises, les habitants sont obligés de se protéger avec des barbelés. L'absence de frontières nationales nous impose des frontières à l'intérieur de nos villes, à l'intérieur de notre quartier. Cette situation, elle n'est pas acceptable. Il faut donc remettre de l'ordre et il faut faire en sorte que les migrants n'arrivent pas à Calais. Et nous souhaitons notamment mettre en place une mesure. Vous allez être content, vous allez la trouver très républicaine puisque c'est le Danemark qui l'a mise en œuvre. Un gouvernement socialiste au Danemark, les socialistes français feraient mieux exactement de s'en inspirer. C'est le traitement de l'asile dans les pays de départ. Il y a eu l'an dernier, il y a 2 ans, l'an dernier Covid, mais il y a 2 ans, 130 000. On bat tous les records. Emmanuel Macron, il bat tous les records d'immigration. 130 000 demandes d'asile qui ont été faites dans notre pays. 2 tiers des demandes d'asile sont rejetées et 2 tiers de ces déboutés ne sont pas expulsés. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est faire en sorte que l'asile soit traité dans les ambassades et les pays de départ. Aucune demande d'asile traitée depuis l'administration, depuis le territoire français. Tout doit passer par les ambassades et les consulats étrangers. Et je peux vous dire qu'on va limiter considérablement le flux. Juste une toute petite question qui est économique, celle-là. On a l'impression qu'on va avoir un record de croissance, c'est du moins ce qui est annoncé, et le chômage n'a jamais été aussi bas, et pas qu'avec des CDD. Est-ce que vous considérez que votre discours en disant « il n'y a jamais eu autant de pauvres, autant de chômeurs, c'est la catastrophe », est-ce que vous ne pouvez pas créditer au moins Emmanuel Macron et peut-être François Hollande avant, avec un certain nombre de mesures économiques, finalement d'une réussite qu'on n'avait pas vue depuis un bon moment. Okay, là, il faut que je remercie François Hollande. Je vous demande rien. Je vous dis simplement qu'il y a effectivement une constatation qui est que le chômage, contre lequel on a tout essayé, comme disait qui vous savez. Il y a un regain, européen et mondial incontestable. On a perdu beaucoup d'emplois, notamment beaucoup d'emplois industriels. 17 000 emplois industriels perdus entre 2017 et 2022. Les entreprises françaises ont été aidées. Il y a un certain nombre de mesures que nous avons soutenues, notamment le chômage partiel qui allait dans le bon sens. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on continue, et ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure, avec ce modèle économique qui est basé sur l'absence totale de frontières, des charges toujours plus importantes pour nos chefs d'entreprise et notamment nos chefs de TPE, PME, un système économique qui permet des délocalisations massives d'entreprises, et Emmanuel Macron, il aura été un liquidateur. Enfin, vous parlez de François Hollande, mais qui était le secrétaire général adjoint et le ministre de l'économie de François Hollande? C'est Emmanuel Macron. C'est lui qui a vendu les intérêts français à des intérêts étrangers. C'est lui qui a vendu la branche énergie d'Alstom. Donc si le chômage baisse dans des conditions extrêmement douteuses. Et moi, je m'étonne que personne n'ait parlé du bouquin de vos confrères du Monde, Monsieur Davet et l'homme, le traître et le néant, qui soulignait de probables conflits d'intérêts entre les gens à qui Monsieur Macron a vendu les intérêts français, exactement, a vendu Alstom, et les gens qui ont prêté, qui ont donné. Personne n'en parle, mais ils ont été invités sur le service public, qui ont donné à sa campagne présidentielle en 2007. Oui, mais vous voyez bien qu'on a très peu parlé de ce bouquin. Pourquoi d'ailleurs on en a très peu parlé? Il y a quand même des choses qui sont extrêmement graves dans ce livre. Je trouve que vos confrères ont fait du bon boulot, mais je m'étonne que personne n'en parle. France Inter. Question politique. Thomas Negaroff. Jordan Bardella avec nous jusqu'à 13h. On va ouvrir une partie politique pour terminer l'émission. Est-ce que vous pensiez il y a quelques mois que vous seriez peut-être un jour doublé sur votre droite? Non, pas du tout, parce que nous sommes là, le camp national est là devant une division de ses candidatures. Marine Le Pen est depuis 8 ans, depuis avril 2013, pour reprendre une étude qui avait été faite par votre confrère du Figaro, Charles Sapin, depuis avril 2013, au second tour de tous les sondages
de l'élection présidentielle. Il est vrai que la présence d'Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle, même s'il ne s'est pas totalement déclaré, il dit j'irai quand ce sera mon intérêt, je me déclarerai quand j'aurai envie d'y aller, vient évidemment diviser les voix du camp national. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et le seul d'ailleurs comment expliquez-vous qui s'en réjouit, c'est Emmanuel Macron. Non, l'émergence de ces divisions. Qu'est-ce que Zemmour a de plus que n'aurait pas Marine Le Pen aujourd'hui? Non, ça il faut poser la question à vos confrères. Je pense que Zemmour matin, midi et soir sur toutes les chaînes d'infos en continu, comme on a eu en 2007 Macron matin, midi et soir. 40 minutes c'est sans en pas parler, moi qui décide des plannings, des salles de rédac. Vous avez une réflexion, vous avez un changement de positionnement de Marine Le Pen, donc vous avez une cellule qui réfléchit à la stratégie, donc vous devez bien vous dire, il a des choses qu'on n'a pas. Donc la question est, à votre avis, est-ce que la Marine Le Pen 2022, qu'est-ce qu'elle a de plus que celle de 2017 et quels sont ses avantages ou ses inconvénients par rapport à Éric Zemmour? Si vous faites une balance, on sait très bien que vous réfléchissez à ça. Je pense que c'est une femme déjà. Je pense qu'Éric Zemmour, et on peut avoir encore des points d'accord, c'est pas le sujet, mais fait parfois preuve d'une brutalité dans ses déclarations, dans ses propos, qui ramène notre famille politique à 30 ans en arrière. Et je le déplore. C'est Jean-Marie Le Pen. Parce que je suis convaincu, oui, Jean-Marie Le Pen le dit lui-même. Il retrouve chez Éric Zemmour une forme de brutalité, de radicalité que nous n'avons plus aujourd'hui. Parce que les constats que fait Éric Zemmour sont des constats qu'on a fait nous il y a 30 ans. Si vous voulez, c'est un peu facile. Il y a une partie de l'électorat qui attend ça. C'est un peu facile. Moi, je viens dire aujourd'hui aux Français et je viens dire aujourd'hui aux électeurs du camp national que Éric Zemmour, c'est le vote assurance d'Emmanuel Macron. Que le seul qui se réjouit de la montée d'Éric Zemmour dans les sondages, c'est Emmanuel Macron. Parce que le discours d'Éric Zemmour est tellement caricatural, est tellement brutal qu'il offre la réélection d'Emmanuel Macron sur un plateau. Mais Marine Le Pen aussi, il lui offre sur un plateau. Mais c'est faux parce que lorsque vous utilisez des sondages avec lesquels j'ai toute réserve pour nous dire, on voit bien que le camp national est divisé au premier tour. Vous oubliez de dire qu'au premier tour, avec les marges d'erreur, c'est Marine Le Pen qui est à égalité avec Emmanuel Macron. Oui. Et qu'on voit bien que dans un cas de second tour, avec Emmanuel Macron et Éric Zemmour, dans les tests qui ont été faits, comme ça a été fait avec d'autres candidats, Emmanuel Macron a une avance mais considérable. Parce que je pense que Éric Zemmour n'est pas en capacité de rassembler une majorité de Français. Oui, mais en attendant, elle s'est effondrée très très vite dans les sondages. Est-ce que vous réussissez à l'expliquer? Non, mais les sondages, moi écoutez, vous y croyez encore aux sondages? Parce que d'après vous... On dit que c'est une photographie. Non, mais moi je réagis aux questions que vous me posez. Mais je dis juste que personne n'est en capacité de dire ce qui va se produire dans 6 mois. Je vous rappelle qu'à la même période, c'était Alain Juppé qui devait prendre la réponse. Plutôt sur le fond. Alors vous dites, ce qui me dérange, moi, c'est la brutalité. Donc est-ce que c'est davantage la forme que le fond? Mais le fond, lorsqu'Éric Zemmour vient dire en gros que les Français ne supportent plus cette politique d'immigration massive, il vient dire ce que pensent 80% des Français. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on a attendu Éric Zemmour, c'est pas vous qui allez nous faire ce reproche, pour dénoncer le poids considérable que représente l'immigration dans notre pays? Il n'y a qu'une seule différence, c'est que ça fait nous 40 ans qu'on le fait droit dans nos bottes avec la même cohérence. Mais vous avez fait une campagne, vous avez démarré votre campagne sur les libertés, vous étiez plus sur l'autorité. Est-ce que vous avez fait une erreur en fait de stratégie de communication à ce moment-là? En 80 et en 88, il a voté pour François Mitterrand. En 2002, il a voté pour Jean-Pierre Chevènement. Il était où Éric Zemmour pendant l'entre-deux tours en 2017? Non, mais la question de Thomas, c'est ce que vous lui faites des reproches sur le fond ou sur la forme? C'est-à-dire, en gros, ou les deux. C'est-à-dire, genre, vous avez dit tout à l'heure, on dirait du Jean-Marie Le Pen, on dirait nous il y a 30 ans, on dirait nous avant qu'on se dédiabolise. Oui. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire, en gros, est-ce que... bien sûr que j'ai des divergences, je les ai exprimées. Mais sur le fond aussi. Lorsqu'il explique que Marine Le Pen est enfermée dans un ghetto ouvrier et chômeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être enfermé dans un ghetto d'ouvriers et de chômeurs? Parce que autant je peux être, j'ai des points d'accord sur l'immigration, bien sûr avec lui, comme 80% des Français. Mais autant je trouve que sur les questions économiques, où je souhaite par exemple pousser la retraite à 65 ou 67 ans, il l'avait dit sur CNews, ou sur la question sociale, je trouve qu'il fait preuve d'un mépris qui moi me rappelle Emmanuel Macron lorsqu'il dit je suis pas là dans cette campagne présidentielle pour régler l'urgence du pouvoir d'achat. C'est-à-dire en gros les Français qui se plaignent aujourd'hui de galérer à finir le mois ou d'avoir 10 € pour finir le mois. En gros vous m'intéressez pas, c'est pas mon problème. Et ben nous si en fait, on est là pour leur apporter des solutions et pour leur apporter des réponses. Ça c'est des remarques de millionnaires. Oui. Est-ce que vous avez fait quand même une erreur au départ, à la rentrée de septembre, en misant votre stratégie politique sur les libertés chéries, et en oubliant l'autorité? Elle a toujours fait campagne sur l'autorité, Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a une erreur de stratégie? Permettez-moi de vous rappeler quand même que, encore une fois, dans toutes les études d'opinion, avec les réserves que j'en ai qui sont faites, mais vous appuyez en permanence dessus quand même. La candidate, là je parle de sondage plutôt quali, mais
la candidate qui est aujourd'hui, aux yeux des Français, c'est un sondage Ipsos, je crois, qui est sorti il y a quelques jours, aux yeux des Français, la plus capable de rétablir l'autorité de l'État, de rétablir la sécurité et la plus crédible sur l'immigration, c'est Marine Le Pen. Parce qu'on ne se contente pas, si vous voulez, et j'espère vous l'avoir montré depuis que nous sommes ensemble tout à l'heure, qu'on ne se contente pas de nourrir les Français de constats, qu'on a des solutions à leur apporter. Lorsqu'Éric Zemmour dit, je trouve de manière extrêmement brutale, la guerre civile a démarré dans notre pays. On fait quoi ? C'est quoi la conséquence de tout cela ? Parce que nous, on a les réponses pour établir l'autorité d'État. Et surtout pour le faire dans la paix civile. Vous êtes d'accord avec le constat ? La guerre civile a commencé dans notre pays. Non, je pense qu'il y a un certain nombre de quartiers qui font penser à des scènes de guerre civile. Mais je peux vous dire que moi, j'ai vu des militants ce week-end à Perpignan qui ont connu les massacres d'Oran en Algérie, qui ont vécu l'attentat de la rue d'Isly et qui, au regard de ce qu'ils ont vu en Algérie, peuvent affirmer quand même qu'il y a une nuance avec le terme de guerre civile aujourd'hui. Mais quand dans votre programme vous dites on va réserver... Et je ne crois pas qu'elle soit inéluctable, contrairement à Éric Zemmour. Éric Zemmour dit on va aller à la guerre civile, quoi qu'il arrive. Eh bien moi je ne le crois pas. Je pense que le rôle du prochain président de la République, avec autorité et fermeté, va être de l'en empêcher. Mais quand par exemple dans votre programme vous dites on va réserver maintenant le logement, l'emploi public ou certaines formes d'emploi aux Français ou... Est-ce que vous n'organisez pas non plus la guerre civile ? C'est-à-dire ceux qui occupent les logements aujourd'hui, vous les expulsez ? Comment ? En fait, c'est ça qu'on n'arrive pas à imaginer. C'est-à-dire que de donner un logement... Non, je sais pas de le donner. C'est ceux qui occupent aujourd'hui le logement. Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous me reprochez de défendre la priorité nationale, c'est-à-dire une priorité dans l'emploi au logement aux citoyens français. Ce que ça donnerait, à quoi ressemblerait et en quoi ça irait pas vers une crispation très forte de la société française. Deux choses. Si vous m'expliquez que de réserver les aides sociales et les logements sociaux aux citoyens français est allé à la guerre civile, vous entendez que les gens qui arrivent et qui seraient mécontents de cette mesure viennent pour faire la guerre civile. Non, pas du tout. Je vous parle comment vous mettez en œuvre votre projet. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est intéressant. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, je pense que les bouleversements que nous proposons, notamment en matière d'immigration, parce que ça fait 40 ans qu'on impose cette politique d'immigration aux Français. On propose un tel bouleversement, un tel coup d'arrêt à cette politique d'immigration, sur laquelle 80% des Français en partagent la volonté. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'est pas utile de rajouter des divisions ou une forme de brutalité. Jordan Bardella, vous avez un discours plutôt apaisant ici, en disant la guerre civile n'est pas aujourd'hui, on espère qu'elle ne sera pas là demain. Je dis qu'il faut tout faire pour l'empêcher. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de quartiers qui font penser effectivement à ce qu'on a pu voir au Liban, oui, à ce qu'on a pu voir dans d'autres pays. Et vous évoquez notamment, j'ai vu regarder votre compte Twitter pour préparer l'émission et j'ai vu que vous avez cité il y a 3-4 jours un fait divers terrible à Fleurbet d'un jeune homme de 19 ans victime de coups de couteau dans la rue par des gens qui passaient. L'article de La Voix du Nord évoque des personnes qu'on n'a pas réussi à attraper, etc. Un jeune homme entre la vie et la mort. Vous tweetez ça a été relayé énormément, mais vous n'avez pas relayé le démenti qui dit que le gamin a tout inventé. Pourquoi ? Je veux bien que on débatte d'un fait divers, mais c'est pas moi qui ai parlé du fait divers, c'est vous. Ce n'est pas là. Non, mais attendez. Si vous nous reprochez de nier l'ensauvagement spectaculaire de la société française, notre confrère du Figaro, c'est Maurice Berger, qui est un spécialiste des violences, notamment auprès des jeunes, qui donnait ce chiffre, une violence gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays. Une violence gratuite toutes les 44 secondes. 85 faits de violence tous les jours contre des policiers. Il n'y a plus un seul endroit aujourd'hui où les Français ne sont pas encerclés par l'insécurité. À la Duchère à Lyon, il y a quelques jours, où on a tiré sur des policiers. Il y a quelques jours avant-hier à Fréjus, ville Rassemblement National, où nous menons la guerre au trafic de drogue, où des policiers ont été pris à partie au cocktail Molotov, où on a tiré sur des policiers, je le disais, à Lyon, à Nice, il y a quelques jours, où des policiers hors service ont été attaqués, à Montauban, où un caporal-chef, un militaire, qui a passé 17 ans de sa vie en opération extérieure et qui est tabassé, lynché à mort pour un regard de travers. Si vous ne voyez pas ces innombrables quartiers, ces innombrables villes où les jeunes constituent aujourd'hui une génération qui meurt pour une cigarette refusée ou un regard de travers, c'est que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer dans le pays. Mais si vous voulez rester crédible, il faut effectivement démentir un fait quand il est effectivement Croyez-moi, faux. lorsque je dis cela, les Français savent très bien de quoi je parle. Croyez-moi que lorsque je dis ça, il y a des millions de parents dans notre pays qui comprennent que lorsque ils s'inquiètent de voir leur fille ou leur fils sortir seul ou rentrer seul le soir dans les transports en commun, ils savent pertinemment de quoi je parle. Donc on peut toujours trouver un fait divers où la version qui est donnée n'est pas la version exacte. Et en l'occurrence, je n'ai pas vu le démenti dont vous parlez. Mais cette violence-là,
C'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Et je dis effectivement qu'une grande partie de cette violence, pour lire la suite du tweet et du second tweet que j'ai fait, elle est liée à l'immigration, monsieur. Je le dis et je l'affirme. Et on n'arrêtera pas cette spirale de la violence dans notre pays tant qu'on ne stoppe pas l'immigration. On est à Paris, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers, sans parler de la violence des mineurs isolés partout dans les villes qui posent un véritable problème d'ordre public. Donc oui, il y a un lien entre l'immigration et la violence, et oui, derrière la violence dans notre pays, il y a l'immigration. Est-ce que Marine Le Pen a décidé de jouer l'atout femme ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que par rapport à votre électorat, le fait d'être une femme est un avantage, ou est-ce que vous le faites parce que vous avez vu que dans les Antilles, encore une fois, d'opinion, l'électorat féminin était plutôt rétif face à la candidature d'Éric Zemmour? Ça m'étonne pas, parce qu'Éric Zemmour explique que lorsque les femmes s'approchent du pouvoir, le pouvoir s'évapore. Voilà, et il dit que les femmes n'incarnent pas le pouvoir. Bon, moi je suis à la tête d'un parti qui a pour emblème Jeanne d'Arc, pour symbole historique Jeanne d'Arc, et pour ambition la volonté de faire la première femme présidente de la République. Vous pensez donc, que chez vous, ça peut aider? On peut s'imaginer aussi que l'électorat du Rassemblement national, c'est pas non plus les personnes les plus féministes de la terre, et que pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être à cause d'un certain nombre de positions par le passé, qui pourront peut être considérées comme relativement conservatrices. En tout état de cause, le seul mouvement politique d'envergure qui est aujourd'hui présidé par une femme, et par une femme qui est en capacité de devenir chef de l'État dans 154 jours, c'est Marine Le Pen. Et je pense que Marine Le Pen a aujourd'hui réuni l'expérience, le projet, le sérieux nécessaire, la crédibilité, la capacité à rassurer une majorité de Français sur des idées qui sont diabolisées depuis 40 ans pour arriver à la tête de l'État et réunir au second tour une majorité de Français. Nous, on n'en a pas après des personnes. On peut avoir des désaccords avec la politique d'immigration sans en avoir après des immigrés. On peut combattre l'islam politique sans en avoir après les musulmans, dont une grande partie se sentent parfaitement intégrés, parfaitement assimilés, respectent nos lois et demandent à ne pas être amalgamés avec les autres. C'est-à-dire que les 61% de jeunes qui, d'après ce sondage IFOP, considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Donc, nous, notre projet, il n'est ni de droite ni de gauche, il est de France. Nous avons des gens qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, et c'est vrai que nous avons aujourd'hui la capacité de faire élire une femme présidente de la République. Je pense que ce serait un beau symbole. Vous avez la capacité, mais oui, il y a quand même Éric Zemmour. Ne vous en déplaise. Non, alors dites-moi, est-ce que vous le considérez comme un adversaire? Est-ce que vous le considérez comme un concurrent? Est-ce que vous pensez qu'à un moment, un accord serait possible avec lui? Comment vous voyez les mois qui viennent? Moi, je pense que tous les amoureux de la France finiront par se retrouver un jour. Tant cette élection n'est pas une élection, elle est un choix de civilisation sur la survie, le devenir, l'avenir de notre pays sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Mais ce qui m'étonne, bon, pour l'instant, il dit qu'il veut pas être c'est Marion Maréchal qui a raison quand elle dit finalement, il faudra soutenir celui qui sera le plus sûr d'être au deuxième tour. Ce qui m'étonne, c'est que Éric Zemmour passe plus de temps à taper sur Marine Le Pen qu'à taper sur Emmanuel Macron. C'est quand même paradoxal. Moi, mon adversaire, c'est Emmanuel Macron. Parce que, vous voyez, pendant que vous essayez de revendre le match Balladur-Chirac dans les médias, je peux vous dire qu'Emmanuel Macron, il se frotte les mains. Et moi, j'en appelle à tous ceux qui ne veulent pas voir réélu Emmanuel Macron, parce qu'on sait qu'un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, ça serait un nouveau quinquennat de mépris, de violence, de casse sociale, de saignée fiscale, d'impuissance face à l'immigration, qui a aujourd'hui déclenché un compte à rebours dans notre pays, sur le visage que va avoir notre pays dans les 40 prochaines années. Donc, oui, tous les amoureux... Moi, j'ai pas d'adversaire du côté de ceux qui ont choisi la France. Et on finira forcément un jour par se retrouver... Donc vous pouvez faire la campagne d'Éric Zemmour si jamais c'est lui qui est devant. Ça vous plairait? Le silence. Je sais pas, je vous pose la question. Mais non, mais parce que assez simplement. Parce qu'il vous faut un peu de sensationnel, parce que vous voulez voir ce match. Pas du tout. Parce que vous voulez voir ce match. On veut comprendre comment ça va marcher. Mais on vous fera pas ce plaisir. Et en tout état de cause, mon adversaire, c'est ni Zemmour, ni Dupont-Aignan, ni les LR. Je vais pas tirer sur une ambulance, mais c'est en tout cas Emmanuel Macron. Justement, dernière petite question. Vous dites, on réunira ceux qui aiment la France. Emmanuel Macron n'aime pas la France? Je pense qu'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron n'est pas de France. Pourquoi vous dites ça? Je pense que il défend, en tout cas politiquement, je ne le jugerai jamais sur sa personne, que je respecte, je le juge politiquement comme président de la République. Il défend souvent des intérêts qui sont étrangers à la France. Quand il envoie ses ministres, par exemple, non, mais quand il passe son temps, si vous voulez, quand il passe son temps à se repentir, à expliquer qu'il n'y a pas de culture française, à aller devant nos anciennes colonies comme l'Algérie pour expliquer que la France a commis avec la colonisation un crime de guerre contre l'humanité.
vérité. Ça c'est vieux pour l'instant, ça s'est tendu avec l'Algérie. Lorsqu'il envoie ses ministres, par exemple, se prosterner et rendre hommage là-bas à Alger au FLN, c'est-à-dire à des organisations qui ont commis des attentats contre la France, oui, je pense qu'il ne défend pas les intérêts français et qu'il défend en tout cas des intérêts qui lui sont étrangers. Merci Jordan Bardella, merci à vous. Merci à tous de nous avoir accompagnés jusqu'à 13h. Merci à la bande de questions politiques. Merci Alexandre Gilardi pour la préparation, Jean-Philippe Ballas pour la rédaction en chef, Louis Audebert et Florent Dorimini pour la réalisation.